Marie-Lise. Bonjour, Abby. Je suis tellement contente de te recevoir. Vraiment, vraiment. Merci d'être venue. Merci d'avoir accepté. Ça me fait plaisir. Puis en plus, il faut que je souligne que tu es bien en gazelle. Fait que là, c'est comme double merci. Tu sais, moi, dans la vie, j'ai des coups de cœur de personnes. Tu en fais partie. Fait que je suis vraiment contente de te présenter. Mais tu sais, c'est réciproque. Ah, c'est gentil, merci. Moi aussi, puis je suis très fière de porter les gazelles. Merci beaucoup. J'aimerais commencer directement par te présenter, Marie-Lise Andrade, présidente de la Fondation Lise Wattier. Peut-être présenter un peu la Fondation pour ceux qui la connaissent pas. Ben oui, la Fondation Lise Wattier existe depuis 2009. On est là pour aider les femmes à atteindre, les femmes d'ici, les femmes du Québec, à atteindre une autonomie financière de manière durable. Des femmes qui vivent des situations de vulnérabilité économique ou sociale. Donc, on veut s'assurer d'avoir une société plus égalitaire et plus forte aussi, puis s'assurer que la génération qui va suivre auront eu droit à des exemples de femmes fortes, résilientes et autonomes. Comme tu peux l'imaginer, ça me parle beaucoup parce que tout ce que je fais, j'aime que ça tourne autour de la femme. J'ai comme l'impression, tu me corrigeras si j'ai tort, que quand on parle de réussite en affaires, de succès, le monde communautaire, le monde de la philanthropie, il est un peu mis de côté comme si c'était pas vraiment une société, comme si c'était plus... Pourtant, je veux dire, en tant que présidente, tu dois gérer de la stratégie et du développement, tu lèves des fonds. Absolument. C'est pas mal une société, ça? Il y a comme une perception que le milieu communautaire, c'est un milieu de Birkenstock. On va... De sandales. On va travailler, on est tous bénévoles, on n'a pas d'objectifs financiers, puis on donne un peu de notre temps pour aider les autres. Je pense que c'est une fausse conception. Puis c'est important que ça change, ça, parce que dans le milieu communautaire, on a besoin des gens aussi hyper éduqués, qui ont le sens des affaires. Parce que gérer un OBNL, c'est comme gérer une entreprise. C'est ça. Je veux dire, il faut élaborer un plan stratégique, on développe un service, on veut que nos clients soient satisfaits, on a des budgets à gérer, on a... c'est pas des actionnaires, mais ce sont les donateurs qu'on veut qu'ils soient satisfaits avec le service qui est rendu. On a du marketing, on a des finances, on a de la comptabilité. On gère une entreprise. Moi, je gère une entreprise. C'est comme ça que je le vois. Mais ce qui me revient à la fin de la journée, c'est très gratifiant. Ouais. C'est une approche un peu différente. C'est sûr que c'est pas la même... il n'y a pas la même perception. Puis des fois, c'est un peu frustrant parce que les gens peuvent avoir cette idée que si tu travailles pour une fondation ou un OBNL, ben, tu fais du bénévolat, puis c'est une activité. C'est pour tes temps libres quand tu... Oui, tu t'occupes. Tu t'occupes avec ça. Puis il y en a qui nous disent « Ah, oui, ma femme, elle aimerait ça. Elle aimerait ça se trouver une petite occupation. C'est comme toi, faire comme toi. » Puis... Des fois, c'est un peu frustrant. Oui. Je me suis dit, ben moi, je pense que ma job, c'est une vraie job. Là. C'est pas pour occuper mon temps, mais c'est très valorisant. Alors, il y a des gens qui disent, ben d'aider les autres, on devrait pas être payé pour le faire, on devrait pas être... Puis effectivement, mais en même temps, quand on bâtit une équipe forte, on peut... puis qu'on a un modèle d'affaires qui est fort, mais on va aider plus de monde, mieux. Exactement. Puis la société gagnante après. Mais c'est comme si en bout de ligne, ben oui, l'argent, c'est important même pour une fondation, mais le profit n'est pas nécessairement financier, c'est en termes d'impact que tu as sur les gens. Absolument. Je le vois. Dans chaque secteur, il y a ces défis. Selon toi, c'est quoi le défi de la philanthropie? Tu as parlé du fait que peut-être tu aimerais qu'il y ait plus de monde, du monde des affaires qui s'implique, pas nécessairement juste bénévole, mais est-ce qu'il y a d'autres... enjeux? Je ne dis pas le défi. Je pense que le milieu de la philanthropie évolue beaucoup. Les gens, avant, voyaient ça vraiment comme il fallait qu'ils prennent une partie de leur profit, là, une entreprise ou un individu, une partie, puis le donner. Là, il y avait une certaine... Ta conscience était tranquille parce que tu avais participé ou tu avais donné. Aujourd'hui, les gens sont plus intéressés par l'impact qu'ils vont avoir. Donc, vraiment,
oui, ils vont vouloir contribuer financièrement parce que c'est essentiel. Si on ne peut pas juste avoir des contributions de bénévoles qui nous donnent des services ou des biens. Et ça prend de l'argent là, pour gérer des OBNL ou des fondations, pour donner les services. Mais ces gens-là, maintenant, veulent être impliqués aussi dans l'impact. Ils veulent que leur action ou que le message. Que leur entreprise, que leurs employés participent aussi dans cette mission de vouloir contribuer à la communauté et de donner de leur temps, de leur expertise. Ça va au-delà de la contribution financière. Donc, je ne vois pas ça comme un défi, mais pour certains organismes, par exemple, tu dis, bon, ben OK, j'aimerais... On ne peut pas impliquer tout le monde. C'est pas facile de dire, ben OK, ben on n'est pas non plus... notre rôle, c'est d'aider les femmes, là, les outiller, les accompagner, tout ça. On n'a pas un rôle de gestion de bénévoles aussi. Là. Tu sais, c'est comme une autre entreprise en soi, ça, tout ça. Donc, il faut que quand les entreprises ou quand les individus veulent s'impliquer dans une cause, faut qu'ils soient certains que cette cause-là, ils peuvent contribuer d'une façon autre que financièrement et que ça fasse du sens aussi. Ouais. Avec ce qu'ils sont et ce qu'elles font comme... J'aimerais ça revenir, on va revenir à toi. Oui, tu es la présidente de la Fondation, mais avant ça, tu as été vice-présidente marketing de Lizoati, les cosmétiques. Je t'ai présentée comme Marie-Lise Andrade. Je me dis que dans ta vie, tu as peut-être souvent été présentée comme la fille de, parce que pour ceux qui ne le savent pas, tu es la fille de Lizoati. Je vais te poser la question, puis ça vient honnête avec moi. Aujourd'hui, quand tu entends le mot « fille de », quel sentiment te vient en tête? Aujourd'hui, je suis fière. Mais ça n'a pas toujours été... Puis quand je dis que ça n'a pas toujours été le cas, je n'ai pas toujours ressenti ça quand on disait « la fille de ». Je pense qu'il y a différentes étapes dans notre vie où on a besoin de se réaliser, nous, comme personne aussi. Donc, je te dirais que enfant... Bon, j'étais la fille de... Je savais pas trop ce que ma mère faisait, oui, non, mais je savais qu'elle était une personnalité publique aussi, parce qu'au-delà d'être une femme d'affaires, elle avait aussi un côté public quand même, parce qu'elle avait fait de la télévision, puis elle avait... donc, quand je suis arrivée à l'adolescence, puis jeune adulte, je trouvais ça difficile. J'ai vraiment trouvé ça difficile, pas parce que j'étais pas fière de ma mère, pas parce que j'ai tellement d'admiration. Ma mère et moi, on a toujours été proches, tu sais, on a eu une belle relation, mais c'était comme j'essayais de me détacher, je voulais être moi. Est-ce que moi, je peux avoir une identité? Aujourd'hui, c'est comme... Je me suis comme habituée. Ça fait la paix avec ça. Et je le vois comme... tu sais, des fois, il faut le voir aussi que... Elle a été là avant moi et elle a été tellement inspirante, pas seulement parce qu'elle a fait, mais comme mère aussi, comme personne. Elle m'a aidé à forger mon caractère, qui je suis, ma sensibilité, je le tiens d'elle beaucoup. Donc, je suis fière d'être la fille de ma mère. Puis j'espère qu'un jour, ma fille sera fière d'être la fille de Marie-Lise. Pas parce que j'aurais fait... je serais une personnalité ou une grande actrice ou quelque chose, mais parce qu'elle sera fière de ce que j'aurais pu lui apporter. Aujourd'hui, je le vois plus comme ça. Mais ça vient avec l'âge. Aujourd'hui, tu as fait beaucoup de postes au sein de l'entreprise. Tu as commencé à la base. Oui. Est-ce que tu as eu l'impression dans ton parcours que tu as eu à mettre les bouchées doubles? Est-ce que des fois, on t'envoyait des flèches avant d'arriver vice-présidente marketing? Ça n'a pas été facile, j'imagine? Non, mais j'ai tout fait dans l'entreprise. J'ai commencé beaucoup dans mes travail d'été. Là, j'ai travaillé dans l'entrepôt, j'ai travaillé au contrôle de qualité, j'ai travaillé dans les magasins, j'ai essayé de comprendre un peu tout le système parce que nous, je dis nous, c'est plus nous maintenant, mais chez Lizoati, on concevait aussi
le produit, l'idée. On faisait du développement de produits, développement de packaging. On mettait en marché. Alors, on ne prenait pas une idée, par exemple, comme L'Oréal, les bureaux au Canada, ils prennent l'idée, ils le mettent en marché ici. Donc, j'ai essayé de bien comprendre chaque étape de la réalisation là, d'un projet. Et j'ai écouté beaucoup. J'ai participé. Et je pense que j'ai fait mon chemin. Je savais qu'il fallait que je mette les bouchées doubles. Parce que les gens autour de toi, ils t'ont vu grandir. Ils t'ont vu grandir. Les employés, ils t'ont vu bébé. C'était vraiment, quand on dit une entreprise familiale, là, il y a des vice-présidents là, qui ont été là pendant 20, 30 ans, 40 ans. Puis il y en a même qui sont restés même après, depuis que c'est acheté par Groupe Marcel. Donc, oui, il y avait plein d'employés qui me connaissaient quand j'étais toute petite, mais j'ai toujours eu... la porte était toujours ouverte. Je sais pas, probablement que parce que j'étais... moi, je suis une personne très, très réservée aussi, donc, je peux arriver puis dire, OK, j'arrive maintenant, là, ça va se passer comme, comme je veux. Je pense que j'ai pris ma place tranquillement, j'ai appris, j'ai réussi à gagner le respect de mes pairs aussi comme ça. Mais c'était important pour moi. Parce qu'autant je me battais jeune adulte là, à ne pas être la fille de, mais je voulais pas non plus qu'on me dise, ben elle a ce poste-là parce qu'elle est la fille de. Je voulais que mes collègues soient d'accord que je méritais ce poste-là. Pour moi, c'était bien important. Ça faisait partie de mon bonheur là, dans mon emploi, absolument. C'est quoi ton bagage académique, toi, ton background? Moi, j'ai un baccalauréat en droit. En droit? Oui. Alors, quand on dit que le droit mène à tout en autant qu'on en sorte, c'est ça. Alors, j'ai fait mon droit, j'ai mon barreau, je suis avocate. Mais là, je ne peux plus dire que je suis avocate parce que je ne paye plus mes cotisations. Mais bon, j'ai une formation d'avocate. Mais après, j'ai travaillé en marketing, en développement de produits. Pourquoi le droit? Je suis curieuse. Je pense que ça faisait partie aussi de mes moments de vouloir... avoir ma propre identité. Moi, je voulais pas aller faire les HEC pour pas avoir le chemin, dire, bon, je m'en vais en affaires comme ma mère. Tu sais, j'avais... tu voulais sortir un peu de... Je voulais sortir un peu de ce chemin-là. On m'a là conseillé, on m'a dit, tu sais, c'est sûr qu'à 17 ans, là, je les vois, puis ils disent, oh mon Dieu, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je vais faire dans la vie, mais tout le monde le sait, mais j'arrête pas de dire à mes enfants, non, tout le monde ne sait pas ce qu'ils veulent faire. Donc, je pense que c'était une façon aussi de me dire, bien, ça va m'ouvrir les portes, peut-être, puis c'est une bonne formation. J'ai beaucoup aimé. Est-ce que tu as eu à pratiquer? J'ai fait mon barreau, j'ai fait mon stage et tout ça, mais j'ai pas pratiqué après. Je pense que le milieu... j'étais dans un bureau à la place Ville-Marie, c'était très... Puis à l'époque, là, c'était encore... il fallait des couleurs sobres, il fallait s'habiller, la jupe, pas de pantalon. Il y avait un côté où ça manquait de couleurs. Puis moi, j'ai grandi dans un environnement de créativité. Même le pantalon, à cette époque-là... Non, on est stagiaires, on ne peut pas porter de pantalon. Oh. Mais moi, je m'étais acheté un tailleur, puis on s'entend qu'à 20 ans, 21 ans, on n'a pas les gros moyens, là, mais je m'étais acheté mes 3 petits kits que j'allais changer. J'avais des pantalons, j'étais bien insultée. Je les ai mis quand même, mais c'était pas... on me regardait pas tellement avec un bon œil. Je pouvais pas croire que c'était ça, mais c'était ça quand même. Puis ça fait pas si longtemps que ça, là. Moi, je me considère pas même vieille, je veux dire, dans l'ancien temps, mais c'était ça. Puis il fallait porter le bas nylon. C'est ça. Le tailleur jupe, des couleurs sobres. Il fallait pas trop déranger. Discrète. Aïe, aïe, aïe. Mais alors là, moi, ça manquait de créativité, ça manquait de couleurs, ça manquait de... Puis après, tu es retournée... Alors, j'ai dit, OK, je vais aller dans l'entreprise, mais j'avais des bons mentors à l'intérieur de l'entreprise aussi, qui n'étaient pas ma mère, qui étaient d'autres personnes qui étaient là depuis longtemps, dont une qui est Daphné Mollo, qui travaille encore là, mais j'ai tellement appris de cette femme-là, puis que j'aime beaucoup. Tu as parlé de discrétion. Là, j'aime ces mots-là. Moi, j'ai eu à travailler avec ma mère, puis on est 2 filles à la maison. Ma soeur ressemble à ma mère, moi non. J'ai souvent eu à remarquer des gens qui voyaient ma soeur, c'est comme « Ah, toi, t'es la fille de... » Puis moi, on me disait pas bonjour parce que j'étais personne. Puis là, ma mère arrivait et dit « Ah, t'as rencontré mes 2 filles? » Puis là, comme « Ah! » Toi, en parlant de discrétion, ton nom, Andrade, veux pas, ça t'amène une certaine discrétion parce que les gens ne savent pas, au premier abord, que tu es la fille d'Élise. Non, Est-ce que
sans nommer de nom, là. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu des gens un peu changer de visage quand ils ont su, dans le fond, que... Ben oui. Oui. Je me souviens... Ben, c'est drôle parce que des fois, des gens commencent à parler, puis là, ils commencent à parler de Lise Wattier et tout ça. Puis là, des fois, je me dis, avant qu'ils disent quelque chose, ils vont regretter après parce qu'ils vont l'apprendre par quelqu'un. Des fois, je le lance, mais des fois, j'ai laissé ça. J'écoute. Je me dis, bon, ça peut être intéressant. Mais oui, ça m'a apporté au moins, j'étais capable d'avoir quand même un peu ma personne. Mais il y avait quand même un parfum. Au début de l'entreprise, mon père travaillait aussi dans l'entreprise, puis ils avaient lancé leur premier parfum, c'est le parfum Andrade. Ah! Ouais. Puis vu que le nom de famille est quand même rare, là, c'est pas très, très répandu, donc quand on... Ah, Marie-Lise Andrade! Ah, êtes-vous la fille de... Parce que... Mais ça, c'est une génération. Les plus jeunes ne font pas de lien avec Andrade et le parfum, là. Ah. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui... peut-être a été fille de... J'ai été aussi fille de... C'est pas été facile, c'est pas facile. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à quelqu'un qui est la fille de, la blonde de, la cousine de, la nièce de, puis qui travaille dans une entreprise où les gens savent qu'il y a un lien de famille avec le patron ou la patronne, puis qui se sentent constamment sous-estimés? Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à ces gens-là? C'est drôle, hein, parce que... J'en parle beaucoup, ça, avec les garçons de mon conjoint qui vont probablement évoluer dans l'entreprise familiale. Puis, quand on travaille dans une entreprise familiale, une deuxième, troisième génération, c'est important de se faire respecter par nos pères. Parce que ça, là... ça aide, puis après, c'est très rassembleur. Pour moi, c'est signe de leadership. Il faut apprendre à... Il faut apprendre. C'est pas vrai qu'on arrive à 25 ans, puis on dit, OK, je connais tout parce que j'en ai entendu parler par mes parents, puis que maintenant, je vais gérer tout ça. Des fois, c'est difficile parce qu'on a envie, puis on a de l'énergie à 25 ans. On est comme une Ferrari dans le trafic, puis on se dit, on peut faire telle chose, mais... Des fois, il faut juste avoir un peu de retenue, d'être capable de bien écouter, de bien comprendre chacun des départements et de s'intéresser. Intéressez-vous à ce que les autres font dans l'entreprise. Intéressez-vous aux employés, à comment ils évoluent. Intéressez-vous à comprendre chacun des départements, même si vous, par exemple, vous dites, non, moi, je vais m'occuper des finances dans cette entreprise-là, mais non, va t'intéresser à la production, va t'intéresser au marketing, va t'intéresser aux ventes, parce que tout ça, ça fait partie du succès. Donc, si tu t'intéresses puis tu comprends, bien, les équipes vont avoir une facilité, puis ils vont dire, oui, mais c'est vrai, il comprend. C'est vrai qu'il comprend parce qu'il est venu me voir. On en a parlé. Il est allé sur la route. Il comprend ce que c'est. Donc, d'avoir une ouverture, puis de ne pas se laisser... il va toujours en avoir. Il va toujours avoir des gens qui vont dire, ouais, ben, on sait bien, c'est le fils de, ou c'est la fille de. On s'en fout. On s'en fout. Mais ce qui est important, c'est vous, ce que vous êtes capable d'accomplir, puis de dire, ben non, tu sais quoi, moi, je suis fière, parce que oui, j'ai passé à travers tout ça, puis c'est peut-être quelques années, mais quelques années dans la vie de quelqu'un, là, ça passe vite, là. Bon, c'est bien, c'est derrière nous. Donc, je pense que c'est ça, de profiter aussi des connaissances, des compétences des gens qui sont là depuis longtemps dans une entreprise pour dire, ben, tu sais, j'ai quelque chose à apprendre de ces gens-là. Comme ça, on gagne le respect. C'est intéressant, l'écoute, une certaine humilité de respecter les gens qui étaient là avant nous, en fait, avant de prendre notre place. La Fondation a quelque chose de très humain. Quand je travaillais pour Lise Wattier, il y a aussi quelque chose de très humain parce que c'était très familial. Qu'est-ce qui t'a fait faire le saut entre les cosmétiques et la Fondation? Bien, écoute, quand l'entreprise a été vendue en 2008, moi, j'ai décidé de... Ça changeait quand même la philosophie dans l'entreprise et tout ça. Et j'avais pas pris beaucoup de temps de congé de maternité avec mes enfants et tout ça. J'ai décidé de prendre une année pour passer du temps avec mes enfants, penser à ce que je voulais faire et tout ça. Puis, avec ma mère, on a eu l'idée de dire, ben, pourquoi pas
fondé un organisme. Elle n'existait pas dans le temps? Non, elle n'existait pas. Donc, on a pensé, puis on s'est dit, bon, mais qu'est-ce qu'on veut faire? C'est sûr que c'était tout naturel qu'on allait aider les femmes. Alors, on a fondé la fondation, puis j'ai décidé de m'en occuper. À l'époque, c'était vraiment une fondation qui levait des fonds pour redonner à d'autres organismes à travers le Québec qui avaient un peu la même mission que nous. Mais avec le temps, on a mieux compris les besoins des femmes qu'on voulait aider et des services qui étaient offerts pour répondre à ces besoins. Puis on a réalisé qu'il y avait certains endroits où les femmes étaient peut-être laissées un petit peu plus à elles-mêmes. Alors, on a voulu combler ces lacunes dans le marché, si on peut dire. Puis, alors, on a lancé notre programme d'intervention, qui est le programme S'entreprendre en 2017. Donc, la Fondation a évolué. Mais c'était tout naturel pour moi. La philanthropie, nous, la famille, on a toujours été impliqués. Ma mère nous amenait, par exemple, servir des repas à la mission Brewery, préparer des repas de Noël, préparer des sacs cadeaux. On a toujours été impliqués physiquement, là, personnellement, pour aider un peu. Donc, ça faisait partie aussi de mes valeurs et j'ai grandi j'ai évolué là-dedans, dans ce milieu communautaire, philanthropique que je ne connaissais pas, mais qu'aujourd'hui, je respecte énormément et que j'adore. J'adore mon travail. Vous aidez des femmes qui sont souvent dans des situations très précaires. Est-ce qu'il y a eu des situations plus difficiles que d'autres où là, ça a été difficile pour toi d'avoir à avoir ça, à gérer ça? Bien, écoute, nous, on aide quand même des femmes qui ne sont plus en situation de crise. Okay. Quand je dis en situation de crise, qui sont plus en situation de violence conjugale, la maladie mentale est sous contrôle, il n'y a plus de problème de dépendance, il n'y a plus c'est pas une situation d'itinérance. Donc, il y a une étape de fait déjà. Il y a une étape de fait. Et les femmes qu'on aide, il faut qu'elles aient la volonté de vouloir s'entreprendre puis de vouloir faire changer les choses. Donc, il y a déjà un pas qui est franchi de leur part. Puis nous, on les amène, on les accompagne, on les forme, on les outille pour qu'elles puissent vraiment là, faire ce qu'elles veulent et atteindre l'autonomie financière de manière durable. Donc, il y a des situations plus difficiles, puis je dirais que là, avec la COVID, ça n'a pas été facile. C'est quoi le profil de ces femmes-là, juste aujourd'hui? Parce qu'on dit souvent qu'exemple, dans l'itinérance, il n'y a pas de profil, il y a de tout. Non, il n'y a pas de profil. Il n'y a pas de profil. Il y a des femmes de tous les âges. Quand je parle de vulnérabilité économique, c'est clair, c'est facile. C'est quelqu'un qui a une situation économique plus fragile. Mais la vulnérabilité sociale aussi, il y a des femmes qui se retrouvent pas autonomes financièrement du tout, mais dans une situation économique qui paraît bien, mais qui sont très, très, très vulnérables, très insécures. Et ces femmes-là aussi, on veut les aider parce que souvent, elles restent dans des situations parce qu'elles n'ont pas le choix financièrement. Mais si ça peut les aider de sortir de leur situation difficile ou des fois conjugale un peu complexe, mais on est là pour les aider aussi, puis les aider à reprendre confiance en elles. Ça, je dirais que c'est vraiment ça qui est le thème rassembleur, là, la confiance. Ouais. Et ça se perd facilement, ça se regagne, mais ça prend du temps. Mais c'est beau parce que j'avais vu un documentaire justement sur Lise, puis je pense que toute son entreprise est partie de redonner confiance aux femmes à travers les cosmétiques, à travers la beauté. Puis là, c'est une autre façon aujourd'hui de redonner. C'est beau, c'est toujours en fait la ligne directrice. Absolument, absolument. Ça a toujours été pour ma mère d'aider les femmes à être plus fortes, confiantes en elles-mêmes, en leurs capacités, en leurs moyens. Mais c'est pas facile, mais ça se fait. Puis, c'est pas seulement en leur disant « t'es bonne, t'es capable », mais c'est en leur démontrant doucement, elles le découvrent par elles-mêmes, qu'elles ont des forces, des capacités, des compétences qui les surprennent souvent.
Juste, par exemple, de dire, nous, lorsqu'elles passent à travers le programme, elles reçoivent un certificat de l'Université Concordia. Ouais. De ça, Continuing de la confiance, Education. hein? Mais oui, Ça, tu disais, hey, j'ai accompli quelque chose, j'ai un certificat de l'Université Concordia. Il y a une grande fierté qui s'installe avec ça. Nous, les femmes travaillent en groupe, elles s'entraident, c'est incroyable. Ça, c'est une des grandes forces que les femmes ont. L'entraide, la collaboration, c'est fort. C'est fort chez les femmes. Puis nos cohortes, elles restent en contact, elles s'aident, elles se donnent des idées, elles partagent leurs idées. Il n'y a pas de compétition. C'est beau. Hein? Selon toi, c'est quoi aujourd'hui le défi que les femmes ont pour aller vers l'autonomie? Là, on parlait des femmes qui ont vécu des choses plus difficiles, mais aujourd'hui, tu penses de manière générale, c'est quoi le plus gros défi que les femmes vivent? La confiance, ça, c'est sûr. Puis comment faire pour changer ça à un très, très jeune âge? Là? Parce que, je veux dire, on le voit même, je veux dire, il y a plein d'autres organismes, de l'effet A, par exemple, qui travaillent beaucoup sur, tu sais, l'ambition. T'es ambitieuse, mais regarde, fonce, vas-y, t'es capable. Mais souvent, on se dit, même dans des salles de réunion, les femmes vont rester en arrière, prendront pas leur place. C'est comme un problème de société quand même, mais qu'on aborde à plein de niveaux. Il y a plein d'entreprises qui ont d'ailleurs mis en place des regroupements pour aider les femmes à prendre leur place dans des postes de plus de direction et tout ça. Moi, je pense que c'est le mal à attaquer. Puis on aborde ça différemment, dépendamment du contexte dans lequel proviennent les différentes femmes ou dans leur situation. Mais on va y arriver. C'est beau. T'écouter, c'est beau. Écoute, moi, je t'écoute, j'entends de la je ressens de la passion, de la douceur. Ça me rappelle la première fois qu'on s'est rencontrés. On s'est salués, on s'est rencontrés, puis tu m'as dit « Ah, t'es la fille d'Amina? » Puis j'ai dit « Moi, la première fois que j'ai rencontré Amina, j'ai tellement aimé son énergie, je me suis dit, il faut qu'on travaille ensemble. » Puis là, je me suis dit, wow, c'est beau, quelqu'un qui est aussi consciente de ce que les autres dégagent. Puis je me suis dit, mon Dieu, moi aussi, j'aimerais qu'un jour, quelqu'un veut travailler avec moi juste à cause de mon énergie. Est-ce qu'aujourd'hui, cette énergie, cette première impression, ce premier vibe, te guide quand tu choisis les gens qui t'entourent? Absolument. Moi, je suis très intuitive. Et l'énergie que les gens dégagent, ça peut être une énergie douce, forte, mais tout en douceur, ou une énergie de bombe, de bonheur, puis de dire « Oh mon Dieu, il faut que je l'ai dans ma vie parce que c'est un soleil. » C'est un soleil. Mais moi, je suis entourée juste des soleils. J'ai juste des soleils autour de moi. Et mais ça, c'est drôle parce que ma collègue Claude, avec qui on partage tout le recrutement et tout ça ensemble, on se le dit souvent, c'est l'intuition. Des fois, on va rencontrer quelqu'un, puis elle peut avoir tout sur papier. Il y a un petit quelque chose mais, est-ce que je vais vouloir travailler avec elle? Moi, il faut que ça soit le fun. Moi, le fun factor au travail est bien important. Si j'ai pas de plaisir à aller travailler, si je sens que les gens, ils se forcent et tout ça, je veux dire, comment tu peux passer ta journée puis accomplir quelque chose quand il faut que tu te forces toute la journée? Là? Il me semble que c'est longtemps. C'est longtemps. Là. Je veux dire, non, moi, je m'entoure de gens qui ont la même passion, qui ont le même désir de vouloir changer les choses et avec qui on a beaucoup de plaisir. Et ça, c'est pour ça que maintenant, avec cette crise où on est obligé d'être en télétravail, je trouve ça difficile parce que je m'ennuie de ma gang. Parce que tu es une personne de... Oui, j'aime les voir, je les aime. C'est toutes des femmes. Là, puis, ça me fait de la peine de... Bon, on se voit par Zoom, mais c'est comme pas pareil. Là. Je veux dire, on rit au bureau. Là, je veux dire, passe des journées, ça passe tellement vite. On a du plaisir, puis en plus, on a un impact, alors... Ça, c'est le meilleur des deux mondes. Je trouve ça beau que tu parles que toi, tu as juste des soleils, parce que des fois, on a des nuages autour de nous, puis on les remarque pas. C'est quelque chose de lourd. Tu sais, comme tu as parlé d'aller au travail, puis
c'est un peu plus difficile. Il y a vraiment une importance qu'on devrait accorder à s'éloigner de tous ces petits nuages-là puis se rapprocher du soleil. Est-ce que tu as un truc pour repérer ces petits nuages-là, des fois, qu'on fait rentrer dans nos vies sans s'en rendre compte? Oui, mais des fois, on s'en rend pas compte, ils rentrent. Mais on peut, après un court laps de temps, réaliser que c'est des gens... Tu sais, il faut trouver des choses, des gens autour de nous qui nous apportent, qui nous donnent de l'énergie et non qui nous drainent de l'énergie. Fait que, tu sais, souvent, on fait ça dans des ateliers là, de coaching et tout ça. Bon, qu'est-ce qui, dans une journée, là, t'apporte de l'énergie? Puis qu'est-ce qui te draine ton énergie? Mais c'est pas juste des choses, il y a des gens aussi. Puis, des fois, il faut faire des choix. Des fois, on veut être gentil avec tout le monde. Mais sais-tu quoi? Non, regarde, cette personne-là draine ton énergie. C'est pas bon pour toi. Je comprends qu'elle a peut-être besoin d'aide, puis elle a besoin... Mais c'est pas toi qui va réussir à tout résoudre ses problèmes, puis qui va... Donc, c'est la même chose dans un milieu de travail. C'est sûr que si c'est un collègue de travail, mais... c'est important d'aller en parler quand même aux ressources humaines. Puis moi, dans mon équipe, je vois qu'il y a des gens qui drainent les autres. C'est pas une bonne chose, là. Fait que ça nuit à tout le monde, en fait. Ben oui. Aujourd'hui, c'est quoi on a tout un why de parler de Ah là là. C'est quoi aujourd'hui qui fait que Marie-Lise se lève le matin pour un Zoom? Pas pour un Zoom, là, mais c'est quoi aujourd'hui qui fait que Marie-Lise a encore cette énergie-là après autant d'années pour aller travailler? Mais j'aime ce que je fais. J'aime que je sois entourée d'une équipe qui a envie d'aller plus loin avec moi. Et j'aime ce qu'on fait, ce qu'on réalise. Régulièrement, on a des témoignages de femmes qui nous disent « Oh, merci. Je ne serais pas passée à travers. Si je n'avais pas eu mes rencontres à tous les mois, là, j'aurais tout abandonné. » Ou « Ah, si vous n'aviez pas été là, j'aurais pas pu même imaginer pouvoir devenir entrepreneur. » Ou une autre qui m'écrit à chaque jour de l'an. C'est une de nos premières boursières à qui on a aidé, à qui on a versé une aide financière pour les études à l'université. Aujourd'hui, elle est rendue au doctorat. Wow. Elle a 2 bourses de prestige, la bourse Pierre-Elliott-Trudeau et la bourse Vanier. Dans son domaine d'expertise, elle travaille à l'Université Sherbrooke. Je suis tellement fière elle s'appelle Caroline, je ne dirais pas son nom de famille, mais je suis tellement fière d'elle et je la trouve extraordinaire et elle part mon année toujours du bon pied. Elle m'écrit toujours un mot pour me remercier. Elle a une petite fille, puis l'autre jour, ma fille m'a dit « Maman, t'es une fonceuse. » Wow. J'ai dit « Voilà, mon travail est accompli. » C'est ça. C'est passé à la prochaine génération. C'est passé à la prochaine génération. Alors ça, pour moi, c'est ça qui me donne le goût de me lever tous les matins. Et c'est passé à la prochaine génération. Oui. C'est vraiment beau. Merci beaucoup, Marie-Lise. Ça m'a fait plaisir. Merci pour ta douceur. Merci pour ta passion. Puis merci au nom de toutes les femmes qui t'as touchée à ta façon, honnêtement. Je le fais avec tout mon cœur, vraiment. Merci beaucoup. Merci. J'aimerais terminer en disant un gros merci à nos partenaires, la Banque Royale, RBC, EY et Gazelle. Un gros merci aussi aux productions Qui vous aime. Et je vous souhaite d'oser et à la prochaine.